Ouais. Salut à tous, les amis. Salut YouTube, c'est Mika. On se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United, match retour, donc quart de finale d'Europa League. Et c'est la claque qui fait très mal, comme ça m'est très rarement arrivé. Parce que oui, l'OL s'incline, l'OL est éliminé sur le fil en prolongation au terme d'un match dont l'histoire laissera une amertume énorme dans la bouche de tout le monde. J'imagine que vous c'est pareil. Pour tout vous dire les gones, j'ai failli ne pas faire le débrief. Parce que franchement, après un tel match, où on passe par toutes les émotions, et on passe à ça, vraiment à ça, d'une qualification en demi-finale d'Europa League, avec un scénario qui en tout point est cruel, j'ai failli ne pas en parler. Voilà, je ne vous le cache pas, j'ai failli ne pas tourner de vidéo, parce qu'à un moment donné, en tant qu'amoureux du foot et supporter de l'OL, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Je ne vous cache pas que j'accuse le coup énormément, que j'ai beaucoup de mal à trouver les mots. C'est un match qui donne envie de chialer, littéralement, parce qu'on est passé à rien d'un très grand moment pour l'OL, pour tout un peuple lyonnais, pour un club qui depuis maintenant très longtemps attend ça, d'aller au bout du bout d'une compétition européenne. Eh ben non, c'est pas le cas, parce que malheureusement, j'en parle souvent en vidéo, l'OL a des moments de déconnexion, des temps faibles, très faibles, mais quand tu as non seulement des temps faibles, et qu'en plus, il y a des choix qui sont faits d'un point de vue tactique qui posent question, eh bien tout ça fait que, bout à bout, tous ces éléments accumulés, on assiste à une histoire qui est en tout point cruelle, et qui peut-être pour certains, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais certains le diront sûrement, dans d'autres réseaux ou d'autres médias, mais un match qui s'apparente peut-être, à certains égards, à une faute professionnelle. Voilà, c'est vraiment compliqué. Je ne promets pas un débrief Legon construit et hyper élaboré. Là, c'est le cœur qui parle. Alors je vous parle, il est 23h50. J'ai mis du temps avant d'allumer la caméra et le micro, parce qu'il faut digérer, parce que voilà, j'ai beaucoup de mal. Et pourtant, voilà, j'ai quasiment 35 ans dans quelques jours. En quasiment 30 ans de foot et de supporterisme de l'OL, des moments chauds, compliqués, j'en ai vécu plein, vous aussi j'imagine. Mais celui-ci, ce match à Old Trafford, contre un Manchester qui, sincèrement, était vraiment prenable. Ce match-là, ce scénario-là, il fait mal au crâne, très mal au crâne, et je pense qu'il fera mal un bon bout de temps. Vraiment, là, honnêtement, si j'avais devant moi un bouton pour me faire disparaître, j'appuierais directement, parce que c'est vraiment très difficile. Alors, on va tenter de, malgré tout, d'être le plus pro possible, et de faire un débrief qui soit le plus cadré possible, en n'ayant pas de propos outranciers, en n'ayant pas d'analyse comme ça qui serait faite un petit peu en mode PMU comptoir, c'est pas le but non plus. On va faire un petit retour précis sur le match. Mais il y a tellement de choses à dire. Tellement. Bref, avant de commencer, les gones, si le cœur vous en dit, pas facile, je sais bien, mais pensez au petit pouce, pensez à commenter, dites-moi en message quels sont vos différents points de vue, dites-moi tout, quels sont vos hommes forts, vos hommes plus faibles de ce match-là, est-ce que Fonseca, vous avez compris ou pas les choix qu'il a opérés, bref, il y a plein de points évoqués en message, pensez à vous abonner, et enfin pensez à activer la cloche pour qu'on se soutienne mutuellement dans un match aussi compliqué, une histoire aussi fracassante. L'histoire du match, j'y viens. Alors, on reprend la compo de départ de l'OL. Je ne vous cache pas que là, je me dis, Mika, vas-y, reste cadré, mais c'est vraiment compliqué. La compo de l'OL, il n'y avait pas trop de surprises. Fonseca avait un plan qu'il a mis en place lors du match aller, donc il le remet en place pour le match retour à Old Trafford. Alors moi j'ai dit largement sur X ce que je pensais du choix de ce pivot double Verretou à Koku. Je vais pas en reparler si ce n'est rapidement après, mais voilà, pour moi c'est une hérésie complète de chercher avant tout à vouloir annuler l'adversaire et à ne pas penser à ton foot que tu veux dérouler au cours du match. Ça c'est un truc qui me
qui me dépasse. Les plans de jeu négatifs où tu veux avant tout annuler l'équipe d'en face, mais ne pas jouer ta propre partition, ça c'est un point de vue qui m'échappera toujours. Mais bon, c'est comme ça. 4-2-3-1 pour l'OL, schéma classique, il n'y a pas de surprise. Le back four, vous le connaissez maintenant, on passe avec Maitland-Niles, Mata Nyakate Tagliafico, Kaj Lucas Perry, pivot double, donc Veretout, Akwoku, bis repetita. Moi je m'interroge, j'en parlerai après en détail. Et devant, donc Tolisso comme 8 de projection, à droite, dans un rôle de faux meneur excentré, demi-espace droit, Cherki, à gauche, demi-espace gauche, Almada, et en pointe, Georges Mikotadze qui fait un match d'une transparence sans nom, et Dieu sait que lui aussi je l'aime bien, mais là ce match, compliqué. Alors, l'histoire du match, en face à Manchester qui lui aussi avait une tenue de soirée habituelle. Voilà, c'est le Manchester que l'on connaît maintenant, ce 3-4-3 version Ruben Amorim, avec toujours pareil, 3 centraux, 2 pivots doubles qui sont là en l'occurrence Ugarte plus Casemiro, et devant ce trio qui a tellement obnubilé Fonseca et son staff qu'ils ont élaboré un plan juste pour annihiler ce trio, à savoir Bruno Fernandes, Garnacho en soutien de Højlund, Zirkzee étant absent. Alors ça, c'est pour moi, c'est l'un des points du match important. La compo de l'OL, ce choix du pivot double Akwoku Veretout, moi je ne comprends pas. D'ailleurs, je vais directement aller à l'essentiel et je vais cibler pour moi celui qui dès le départ a fait fausse route, c'est Paulo Fonseca. C'est le premier match de l'ère Fonseca où je n'ai quasiment rien compris de ce qu'il a voulu faire. Alors, on va un peu cadrer par la tactique rapidement, mais quand tu proposes un pivot double en 4-2-3-1 qui est Veretout Akwoku, on te vend l'idée qu'en gros, il faut annihiler le duo de soutien de Højlund qui est Bruno Fernandes plus Garnacho. Bon, ok, moi je suis prêt à entendre ça si on me dit, écoute Mika, on veut limiter les qualités de Bruno Fernandes et de Garnacho en mettant un pivot double, travailleur, besogneux, Akwoku, Veretout. Je suis prêt à l'entendre. Moi, si on me vend ce projet-là et qu'à la fin, on parvient à annuler ce que fait de bien Manchester et Bruno Fernandes, ça me va. Mais là, en l'occurrence, dans ce match-là, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Je n'ai rien compris du projet de jeu de Paulo Fonseca. Rien du tout. Rien du tout. Et vous me direz, Mika, tu n'es pas coach, en tout cas pas à un niveau professionnel. Fonseca, c'est ce qu'il fait. Très bien. Ok, très bien. Mais quand je prends ces choix de départ, ce pivot double censé logiquement apporter à l'OL une caution défensive, une sécurité en plus, ça n'a jamais fonctionné. Durant 45 minutes ou presque, du coup d'envoi à la mi-temps ou presque, à peu de choses près, on a vu un OL dépassé dans le rythme, l'intensité. Remémorez-vous toutes les phases de transition défensive au cours desquelles Manchester nous a littéralement tués en transition. Ça allait trop vite. Akwoku était à l'ouest parce qu'en fait, là encore, quel aveu de prétention, je dirais. C'est un manque d'humilité. Au match aller, ce choix Akwoku Veretout, ok, durant environ 50 minutes, ça a plutôt bien fait le taf. C'était pas génial, mais ça a au moins eu le mérite de contrôler, de canaliser le talent de leur meilleur élément qui était Bruno Fernandes. Ok, très bien. Ce que nous on a vu au match aller, Ruben Amorim et son staff l'ont vu aussi, il n'y a pas de doute. Le fameux apport du pivot double Akwoku Veretout, ils l'ont vu durant le match aller, ils ont compris, ils ont ajusté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très simple, c'est vraiment un truc basique. Amorim a vu que Fonseca voulait cadenasser Bruno et Garnacho. Bon, il s'est dit, ok, on a compris, on a vécu ça au match aller, maintenant on va faire un peu différemment, et il a dit, écoute Bruno, écoute Garnacho, vous allez dézoner un tout petit peu, reculer, décrocher, aller un peu plus sur les côtés, et on va demander à nos deux pistons qui sont Dorgu plus Dalot, de prendre votre place, de se réinsérer dans le cœur du jeu, ce qui fait que les deux Doberman que Fonseca vous a mis au pied, là, Akwoku plus Veretout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être naturellement tentés de vous suivre. Et si vous écartez le jeu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont eux aussi écarter. Et dans l'axe, ils vont ouvrir mécaniquement des brèches. C'est ce qui s'est produit durant 45 minutes. Et ça m'a rendu fou.
Ça m'a rendu fou. Comment peut-on imaginer que, après un match aller où ce plan sorti de la botte, du chapeau du coach Fonseca, ce plan, ok, a plutôt bien fonctionné, encore qu'on peut relativiser, comment peut-on imaginer qu'au match retour, Amorim ne se dirait pas, tiens, il faut un petit peu faire différemment? Eh bien, c'est ce qu'il a fait, et ça a marché. Et à la mi-temps, en toute logique, il y a 2-0 parce que l'OL n'existe pas. L'Olympique lyonnais a été balayé par un Manchester. Franchement, voilà, je ne vais pas non plus dénigrer ce qu'ils ont fait de bien, Manchester. Mais cette équipe-là, c'était largement prenable. Et l'histoire du match montre que il y a non pas un monde, il y a des mondes dans lesquels l'OL doit logiquement, techniquement, passer au-dessus de Manchester et se qualifier. C'est tout. Mais quand tu combines les lacunes de l'OL plus un plan tactique, pour moi, qui est défaillant, t'aboutis à ça. Et en fait, à la mi-temps, moi, je fais un constat simple. 2-0, c'est mérité. Ça aurait même pu faire 3-0 sans des errements offensifs côté Manchester, quelques erreurs techniques. Et je me dis, bon, bah en fait, voilà, on en est là. Plan de jeu qui me paraît assez étrange, incompréhensible, un bordel technique, tactique. Je ne comprenais rien à ce qu'il se passait. L'OL a fait, pour moi, n'importe quoi durant 45 minutes, avec un déchet technique aberrant. En même temps, voilà, tu te prives dans le cœur du jeu de Tessman et Matic. Soi-disant que ni Matic ni Tessman n'auraient le coffre, le volume physique pour tenir la barre avec Casemiro, qui c'est bien connu, il faut le dire, évidemment, est un monstre physique, un monstre de VMA, c'est bien connu, très très dynamique, très très mobile, pas du tout. Et Fonseca se prive dans le cœur du jeu d'éléments comme Matic, Tessman, qui sont peut-être les deux éléments qui ont le meilleur pied en tant que numéro 6 sous pression. Tu te prives d'eux pour faire quoi? Pour mettre un pivot double qui, au final, n'a pas apporté de caution défensive, en rien, aucune garantie en plus, et sous pression, t'as mis en énorme difficulté. Paris perdant, et je l'avais dit en avant-match, je l'avais dit au match aller, et je l'ai redit au match retour, pour moi, quand tu es en quart de finale d'Europa League ou de Ligue des Champions, peu importe, ou même de Conference League, ça n'est pas le moment pour tenter des expériences d'apprenti magicien. C'est pas Harry Potter, on n'est pas en district. Faut arrêter, quoi. T'affrontes Manchester, c'est un quart de finale. Joue avec tes forces et n'essaie pas d'inventer un truc, sortir du chapeau le Paul Akwoku qui va devenir subitement Claude Makelele. Non, ça saurait. Il serait pas chez nous sinon. Il serait ailleurs, il serait au Real ou à Manchester, mais pas à l'OL. Ça, faut arrêter. Et pour moi, c'est un pari qui est perdant et qui est fautif. C'est la première fois depuis le début de l'ère Fonseca où je ne comprends pas du tout là où il a voulu en venir. C'est pour moi incompréhensible. Sous pression, énorme difficulté pour l'OL. On a mangé les vagues, on a bu la tasse durant quasiment une mi-temps. Et donc, comme je vous l'ai dit, à la mi-temps, au renvoi au vestiaire, 2-0, et c'est en tout point mérité. Et je pense qu'on était nombreux à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour changer la donne? Et on s'est tous dit, j'imagine, il est content de faire rentrer Matic ou Tessman, pour avoir une caution technique plus grande à la place de Akwoku et Verretou. Et devant, il manquait ce point de fixation qui peut garder les ballons, faire monter le bloc, parce que là, faut le dire aussi, Mikotadze fait un double match contre Manchester qui est en tout point catastrophique. Catastrophique! Dos au jeu, c'est très compliqué. Pour conserver les ballons, c'est encore plus. Techniquement, un déchet phénoménal. Donc, quand la case rentre, ça me paraît cohérent. Et quand Malik Fofana rentre aussi, ça apporte plus de dynamisme et de verticalité. Donc ça, pour moi, c'est un coaching qui est normal, qui est logique, mais il aura fallu attendre plus de 45 minutes pour enfin voir un OL qui revient à des bases qui sont les siennes, des bases logiques. Voilà, moi, j'en peux plus de ces trucs, ces coachs qui veulent inventer le foot comme ça sur un ou deux matchs, avec dans leur chapeau un joueur qui a fait 10 minutes sur plus d'un an et demi, c'est pas possible. À quel moment on peut se dire que contre Manchester, à Old Trafford, c'est un pari gagnant de mettre Akwoku Verretou? Moi, je ne pige pas. Enfin bref. Donc à la mi-temps, voilà, un score qui est logique, 2-0, rien à dire. Et en seconde mi-temps, les changements font une vraie différence. Il y a un apport qui se crée pour l'OL. Techniquement, c'est mieux. Et quand mécaniquement, tu as Tessman qui met le pied sur le ballon, quand tu as Fofana qui est plus dans la projection, la verticalité, et un Lacasse qui peut fixer un peu plus les ballons que ne faisait Mikotadze, eh bien, tout le bloc OL monte d'un cran. Et là, et c'est ça qui est fou dans ce match-là, c'est que on passe d'un match où l'OL est balayé, on passe du néant
à une prestation qui devient enfin cohérente. Alors pour autant, en seconde mi-temps, tout n'a pas été parfait, évidemment. Je veux dire, on s'est heurté durant pas mal de temps à un bloc très groupé, le 3-4-3 de Amorim de Manchester, très dense, compact, une ligne de 3 plus 2, donc 5 défenseurs bien alignés qui prennent toute la largeur du terrain. Devant eux, des milieux qui sont très très cavaleurs, travailleurs, besogneux, plus 2 joueurs qui sont des créatifs, qui doivent faire le lien attaque-défense, Garnacho et puis Bruno, qui contribuent à défendre. Bref, un bloc très compact. Ça, on l'a joué durant un bon bout de temps en seconde mi-temps. Mais, parce qu'il y a un mais, comme je l'ai dit, quand tu montes ton bloc et que tu imposes du 1 contre 1 enfin à ce Manchester qui n'est pas non plus un Manchester de folie, tôt ou tard, ça fait la diff. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien là, on aboutit à une histoire de match qui est complètement folle, mais le match s'inverse. La tendance s'inverse, le match change quand tu montes le bloc, quand tu joues plus haut, et quand tu mets de l'intensité, quand tu es plus juste, et quand tu as enfin l'intention d'assumer ce que tu es, et que tu ne penses plus avant tout à vouloir annuler l'équipe d'en face. Et la suite, vous la connaissez comme moi. Tolisso 2-1, Tagliafico 2-2, et en seconde mi-temps, l'OL maîtrise globalement les débats. Alors, il y a quelques petites alertes côté Manchester, mais dans l'ensemble, l'OL est bien mieux. Et on voit une équipe qui, enfin, propose quelque chose, quoi. Un foot protagoniste, pas un foot négatif qui veut lutter contre, mais un foot qui propose quelque chose. Et ça, j'ai aimé, on a tous aimé, j'imagine, on a vécu des émotions de fou. Et en seconde mi-temps, on se dit, ça ne tient à rien que l'OL aille décrocher le 3-2, on y croyait. On s'est tous dit aux environs de la 87e minute que l'OL allait le faire. On y a tous cru. Moi, le premier, j'étais là comme un fou sur mon canapé, je gueulais comme un gamin de 5 ans, parce que l'OL avait entre les mains sa qualification. Mais, ça c'est l'un des tournants du match. Deuxième faute de Tolisso, carton jaune largement évitable, faute stupide, carton rouge. Et là, c'est les flashbacks du Vietnam, c'est les flashbacks de 2006 Berlin, un soir de juillet en Allemagne. Je revois ce rouge stupide qui change le match pour nous et pour l'équipe de France à l'époque. Et là, je me suis dit, mais non, Coco, non, Corentin, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, pas ce rouge stupide, les flashbacks du Vietnam. Eh ben, on y est, voilà, on y est. Carton rouge qui change forcément la phase du match, parce que prolongation, la fatigue aidant, et malgré ça, malgré la fatigue, c'est en ça que c'est fort et que il faut aussi le dire dans ce match qui est décevant en tout point et qui nous fracasse le crâne, malgré tout, on a vu un Noël plein de ressorts mentaux positifs en prolongation à 10 contre 11. À 10 contre 11, cet OL-là a su renverser la table, mener 3-2, puis 4-2, et à 4-2, on s'est tous dit, c'est bon, c'est fait, tu as encore à tenir à peu près 10 minutes. 10 minutes sur 120 que tu vas jouer, c'est rien, c'est rien. Et là, tout le monde y a cru. Moi aussi, vous aussi, je ne connais personne qui ne se soit pas dit, c'est bon, c'est fait, on va le faire, on va y arriver. Eh ben non. Eh ben non, parce que, et là encore, c'est une faute, je pense, du coach qui fait un choix qui m'a étonné. À 10 contre 11, on passe sur une forme de 5-3-1 avec 3 centraux qui sont Mata, Nakate, Tchaletatsar, piston gauche Abner, piston droit Maitland-Niles. Donc tu sors un milieu de terrain, tu fais rentrer un défenseur de plus, et là le bloc recule mécaniquement. Tu recules, tu subis, tu recules encore et encore. Les vagues s'additionnent, s'accumulent, et pas manquer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est l'erreur naturelle avec la fatigue, le bloc qui recule. Almada touche le pied de Casemiro, penalty, 4-3 pour l'OL, Manchester revient au score, et là c'est le drame, 4-4, et là c'est encore plus le drame, 5-4, la grosse tête du vilain Harry Maguire qui met Perry hors de portée, et là on a envie de chialer. Voilà, on a envie de chialer parce que l'OL avait entre les mains une qualification historique pour une demi-finale d'Europa League, et l'OL laisse filer littéralement, l'OL bazarde la fin de match, par, je le dis franchement, par un coaching qui, moi, en tout point, m'a exaspéré, autant au coup d'envoi du match qu'à la fin du match, parce que c'est bien connu, dans ce foot où tout va très vite et tout est fait à 10 000 à l'heure, quand tu es comme ça, comme l'OL, quand tu tiens ton match, que tu as 2 buts d'avance et que tu fais reculer ton bloc par des choix de coaching volontairement défensifs, tôt ou tard, tu subis.
Et dans la magie, dans l'atmosphère d'Old Trafford, des clubs mythiques comme Manchester, tu recules, tu prends la pression, tu prends la ferveur, tu prends l'atmosphère, et là, le climat change. Tu fais des erreurs, la pression s'accumule, 4-3, 4-4, 5-4, fermez les rideaux, terminé, rentrez chez vous. Voilà. Voilà, moi c'est comme ça que je conçois l'histoire du match. Je suis très déçu, j'ai le crâne qui est fracassé. J'ai pas envie d'en parler durant des heures et des heures de ce match-là parce qu'il faut digérer, ça va prendre du temps et j'imagine qu'après un tel match où tu vis les montagnes russes avec des très hauts et des très bas, les conséquences seront, alors pour nous, supporters, elles sont terribles, elles font mal au crâne, mais pour l'effectif, pour les joueurs, il y a un match qui est crucial ce week-end, c'est le derby, très important, et il faut impérativement gagner, il faut que dans les têtes, le staff puisse faire un reboot, voilà, de nos joueurs et leur dire c'est pas grave, tant pis, c'est fini, on ferme la parenthèse Europa League, maintenant cap sur la Ligue 1, le top 4 qui est décisif pour l'avenir sportif et économique de l'OL. Il faut tout de suite activer le switch mental et penser à ce week-end. Mais dans quel état? Parce que physiquement c'est compliqué, faut le dire aussi. Tu vas jouer un derby face à une équipe qui jouera sa peau en Ligue 1, et nous, on aura fait 2 heures de foot à haut niveau en Europa League après une défaite qui est martyrisante. Enfin voilà quoi les gars. Pour finir, alors mon top du match, bravo Ryan, parce que dans ce marasme terrible, il y en a un qui était au rendez-vous, alors il n'a pas tout réussi, il y a des choix qui m'ont parfois un petit peu dérangé, des touches de balles multipliées, c'est vrai, mais Ryan Cherki, pour le coup, c'était peut-être le seul qui vraiment a su être au niveau quasiment du début à la fin du match. Et Ryan, du haut de ses 21 ans, chapeau, parce que lui, il n'a pas eu peur, quoi. Il n'a pas eu peur. Et d'ailleurs, c'est un point que j'aurais dû évoquer dans le débrief, mais moi, il y a eu des comportements qui m'ont déplu. Alors, en termes de foot, je n'ai pas aimé des choses, c'est vrai, mais en termes d'attitude, de body language, j'ai vu durant trop longtemps, durant des bouts de match trop longs, des comportements qui montrent que mentalement, psychologiquement, on n'est pas tout à fait prêt à ce type de bagarre-là, en fait. J'ai vu tellement de comportements bras ballants, les yeux un peu en l'air, on soupire. Bref, c'est voilà, parenthèse refermée. Donc Ryan Cherki, mon top du match. Bravo à toi Ryan, but magnifique, frappe croisée sèche du gauche, Onana qui est battu. Maintenant, côté flop du match, il y en a tellement que je pourrais citer. Entre Mikotadze qui fait un match qui est insipide et qui nous pénalise offensivement. Je pourrais dire aussi le pivot double qui est totalement à la ramasse, Akoku, Veretout, qui ont été dépassés, mangés par l'intensité de Manchester et de la Première Ligue, qui ont été mangés tactiquement par les permutations entre Dalot et Garnacho, entre Dorgu et Bruno. Voilà, le pivot double catastrophique. Je pourrais dire aussi Nakate qui offre des buts. Enfin, voilà, tu payes 32 millions un joueur qui te tue la fin de match, qui fait n'importe quoi. Je pourrais dire aussi Tolisso qui fait une fin de match qui nous plombe. Son rouge nous tue. Le rouge nous tue. Moi, je pense qu'à 11 contre 11, sincèrement, à 11 contre 11, les gones, en prolongation, on y va, on va au bout et on gagne. J'en suis intimement convaincu. Il y a eu tellement de flops du match. Tellement. Mais pour moi, le vrai flop du match, c'est Fonseca. C'est Fonseca, désolé, mais entre les choix de départ, Compo, le pivot double, ce délire de mettre un joueur que tu sors du placard pour le mettre sur 2 matchs les plus importants de la saison contre Manchester à la maison et Old Trafford, voilà, ça m'interpelle. Sa lecture de la fin du match m'interpelle aussi. Je n'ai pas compris. Moi, je ne suis pas fan des coachs qui tombent dans un excès d'intellectualisme, où en gros, ils veulent être impérativement les protagonistes numéro 1 du match. Quand tu as cet OL-là, maintenant l'OL, il est clairement identifié. On connaît les qualités et les vilains défauts de l'OL. Qualités, on les connaît tous. Beaucoup de techniques dans le cœur du jeu, des profils très à l'aise pour combiner petits espaces, Cherki, Almada, Mikotadze, Tolisso, beaucoup de bons joueurs de foot. Appuie-toi là-dessus, ne commence pas à faire une dinguerie. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est quand même, c'est un truc de fou. Quart de finale d'Europa League retour, match aller et retour, on joue avec en pivot double
dans le 4-2-3-1, un match décisif à Coco, qui avait seulement 10 minutes en l'espace d'un an et demi à l'OL, et Verretou qui, quand le match est plus intense, est en PLS complet. Est-ce qu'on mesure la dinguerie de Fonseca dans ce match-là, alors qu'il faut intensité et être fort sous pression? Moi, j'insiste, mais c'est pour moi quasiment une faute professionnelle. Ça m'a rendu fou. J'en ai marre des coachs comme ça qui veulent inventer le foot, qui veulent repenser le foot un soir d'Europa League. C'est trop tard. On n'est pas là pour ça. À quel moment, à quel foutu moment, Akoku peut-il devenir subitement comme ça, Claude Makelele qui peut gratter les ballons? Mais non, faut arrêter. C'est un délire complet. C'est un délire complet. Tu te prives durant les 2 matchs de Matic pour des raisons qui m'échappent beaucoup. Tu te prives de Tessman durant un bon moment du match pour mettre 2 joueurs qui ont pris la marée tout le temps présents sur le terrain à Old Trafford. C'est une putain de dinguerie. Pour moi, sans forcément grossir le trait, mais notre élimination, elle est en grande partie due au choix désastreux du coach Fonseca. Alors encore heureux, en seconde mi-temps, il fait un retour à la normale, c'est bien, c'est cool, heureusement, enfin, il était grand temps, mais durant une mi-temps, il nous plombe littéralement, et la fin de match, pareil, avec une frilosité qui, moi, m'a exaspéré. Enfin voilà, je suis très très déçu des Gones, ça va être dur de revenir à la réalité de la Ligue 1, parce que j'y croyais, comme vous j'imagine aussi, je nous voyais aller loin en Europa League, aller peut-être même jusqu'au bout, et ben non. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer une chose, c'est que l'OL se redresse, que les joueurs lèvent les yeux, et show must go on, comme souvent je le dis en Ligue 1, il faut gagner, 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 encore gagner pour peut-être décrocher la timbale, le top 4 en Ligue 1 et se qualifier en Ligue des Champions. Voilà en gros les Gones, dormez bien, reposez-vous bien, ça va être très très dur pour moi comme toute défaite pour l'OL, j'ai beaucoup de mal à dormir après, mais c'est comme ça, on va faire un effort et prendre un petit Lexomil. Ça fait chier, j'y ai cru, j'ai le moral en berne malheureusement, mais ainsi va la vie du foot, ce foot que j'aime tant, qui parfois ne nous le rend pas très bien, il faut le dire aussi. Il y a des soirs comme ce match à Old Trafford qui te broie le crâne, qui te pète le casque, t'as envie de pleurer, t'as envie de chialer comme un môme de 5 ans, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Le cœur est très lourd ce soir, mais il y aura des jours meilleurs. Ciao ciao, allez l'OL, plus que jamais, toujours.